Bonjour. Ça va? La forme? Nickel. Nickel. Bon, de quoi on parle aujourd'hui, hein? Parce que bon, déjà la semaine dernière, c'est une bonne vidéo. Un peu longue, hein? Un peu longuette. Un peu longuette, mais... Donc aujourd'hui, un sujet un peu plus court. Pas super court, mais un peu plus court. Vous savez déjà à peu près de quoi on va parler au vu du titre que vous avez pu voir juste avant, hein? Mais de la miniature, sans doute. Si je suis meilleur en miniature, en tout cas. Aujourd'hui, on parle de la garde Vareg. La garde Vareg, c'est quoi? Basiquement, hein, c'est des vikings qui travaillaient sous les ordres de l'empereur de l'Empire byzantin. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Empire byzantin, c'est ce qui a fait suite à l'Empire romain, en quelque sorte. L'Empire romain, je ne saurais plus dire à quelle date exactement, c'est séparé par un traité en l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident s'est effondré en 476. C'est la date qui a marqué la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Et l'Empire romain d'Orient s'est transformé par la suite en Empire byzantin. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. C'est un sujet à débat et c'est un sujet qu'on abordera sans doute dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on sait que l'Empire byzantin est en quelque sorte le successeur de l'Empire romain. Il a duré jusqu'en 1453, si je ne dis pas de bêtises, date de la prise finale de Constantinople, devenu aujourd'hui Istanbul. Donc, la garde Vareg, ça sonne assez cool, je pense. Ou il y a peut-être que moi qui trouve ça cool, peu importe. Mais en fait, ça vient d'où? L'intérêt, c'est de savoir vraiment d'où ça vient. Comme je vous ai dit, c'est des vikings. Même si on va voir plus tard que c'est un peu plus flou que ça. Ok? En fait, on pense que c'est des vikings, c'est un peu plus flou, du coup, je vais tout vous expliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en plusieurs chapitres comment ils en sont arrivés là, enfin, comment on en est arrivé là, quelles sont leurs relations avec l'Empire byzantin, donc leur principal employeur, si le terme est exact. J'ai prévu aussi de voir avec vous quelques batailles qui sont assez, voire même très intéressantes pour comprendre exactement ce qu'ils ont fait, relater les événements et de l'impact en fait de manière générale qu'ils ont eu les Vareg et la garde Vareg sur le monde scandinave de cette époque-là. Parce que pour resituer dans le contexte, la garde Vareg commence à arriver à peu près au Xe siècle, à la fin du Xe siècle. C'est typiquement la période où les Vikings sont à travers l'Europe. On sait qu'à ce moment-là, les Vikings étaient partout en Europe, ils étaient implantés, ils étaient assimilés à certains endroits. À d'autres, ils avaient construit des nouvelles nations. Enfin, c'est un délire. Sans plus attendre, sans transition, on va passer au premier chapitre. Bon, c'est quoi les Vareg? Là, je dis les Vareg, pas la garde Vareg. Là encore, il y a une deuxième nuance à adopter. Les Vareg, on le sait, ce sont des Vikings qui viennent de Suède et qui se sont installés dans la Rousse de Kiev. Ils s'y sont installés à peu près entre le 8e et le 9e siècle, après Jésus-Christ. On parle d'après Jésus-Christ, bien sûr, pour toutes les dates. La Rousse de Kiev, c'est quoi exactement? C'est une entité politique qui regroupe plusieurs peuples slaves. Les peuples slaves, c'est les peuples qui étaient installés dans tout l'est de l'Europe. Et c'est eux qui aujourd'hui constituent l'immense majorité des pays comme la Biélorussie, l'Ukraine, la Russie et, si je dis pas de bêtises, certains peuples qui sont dans les Balkans. C'est pas vraiment pertinent pour le sujet. Toujours est-il qu'il faut comprendre que ces Vareg sont arrivés à des endroits où il y avait déjà des peuples qui existaient, qui avaient déjà construit des États. Ce qui s'est passé, c'est qu'après tout ça, avec la venue de ces Vareg, on a assisté à la création de la Rousse de Kiev. La Rousse de Kiev, c'est la première entité qui correspondrait aux ancêtres de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine actuelle. Cette Rousse de Kiev, elle fonctionnait comment? C'était une principauté en quelque sorte. La plus haute autorité politique était un grand prince. Et parmi ces grands princes, on a la lignée de Rurik. Rurik, c'est un Vareg, donc un viking de Suède venu s'implanter en Rousse de Kiev, qui aurait régné sur ces Slaves pendant plusieurs années. Lui et sa lignée, du coup, plusieurs siècles, bien entendu. Aujourd'hui, en faisant mes recherches, j'ai vu deux sortes de théories apparaître sur la création de la Rousse de Kiev. Ça va être difficile si ça commence comme ça. Je vous promets que c'est important quand même pour comprendre exactement d'où viennent les Vareg à la base. Enfin, d'où vient la garde Vareg à la base. Je m'en mêle les pinceaux moi-même, il y a quoi? Ça arrive, c'est pas trop grave. Donc, il y a deux théories qui ont émergé. J'ai pu trouver leur nom qu'en anglais et pas en français. Les deux théories, c'est les suivantes. La théorie
normaniste et la théorie antinormaniste. Je les traduis littéralement, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Pourquoi on les appelle les théories normanistes ? Je sais pas vraiment, je crois qu'il y a un lien. J'ai pas fait plus de recherches à ce sujet, donc prenez pas mes côtes. Ce que je sais, il y a un lien entre les Normands et les Vikings. Je parle des Normands qui sont installés du coup en France et qui ensuite se sont assimilés aux populations françaises, ce qui a donné cet état particulier qu'il y a eu pendant une période de notre histoire. Mais j'en sais pas plus. Je suis quasiment sûr que c'était des Vikings à la base, ceux qui sont devenus plus tard les Normands, et du coup, je peux comprendre maintenant l'intérêt de pourquoi on prend la théorie normaniste et la théorie antinormaniste. La théorie normaniste, elle dit quoi ? La théorie normaniste, elle dit que les Varegs, très simplement, sont arrivés et se sont installés sur le territoire de la Rousse de Kiev et ont créé l'État de toutes pièces. La théorie antinormaniste, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment vue comme vraie, parce qu'elle a été utilisée à une époque où il y avait un révisionnisme, petite définition du révisionnisme par là pour, au cas où. Il y avait un petit mouvement révisionniste soviétique qui visait à créer un mythe du peuple slave qui est devenu l'Union des républiques socialistes soviétiques, désolé, et qui visait du coup à dire que les Varegs n'ont pas servi à grand chose. La Rousse de Kiev était déjà établie, elle avait une superficie équivalente à l'empire carolingien. Vous avez une image des deux empires juste là. Comme ça, au moins, vous comprenez exactement. C'est vrai que c'était assez impressionnant, ça allait de la mer Noire à la mer Blanche. Et qu'en fait, les Varegs n'ont pas réellement apporté leur pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on sait que cette théorie elle est un peu fausse, dans le sens où les principautés existaient. Il y avait déjà une multitude de petites principautés qui existaient, une multitude de peuples qui vivaient déjà dans cette partie-là de l'Europe de l'Est. Et on sait que les Varegs ont été invités par un peuple, pas tous les peuples, mais un peuple, pour gouverner. C'est les seules sources que j'ai, j'en ai pas plus que ça. Je ne saurais pas aller plus loin dans l'histoire. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu lire, tout le monde tend à dire que ceux qui étaient pour la théorie antinormaniste sont des fous. Je pense qu'il y a une part de vérité dans le sens où, vu que ces différentes peuplades existaient déjà, il y avait déjà une forme d'État, on est en droit de se poser la question, est-ce que les Varegs ont vraiment créé la Rousse de Kiev ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont aidé à la créer, aidé à la consolider, ils l'ont dirigée pendant une période, et on le verra plus tard avec des liens entre différentes personnalités. Autre point quand même pour confirmer la théorie normaniste, il y a eu 2 fouilles archéologiques qui ont été réalisées sur 2 sites différents en actuelle Russie. Donc les sites, c'est Gniozdovo et Straïa Ladoga. Donc ces 2 sites archéologiques présentent en quelque sorte des caractéristiques scandinaves. Si je dis pas de bêtises, on parle de tombes, on parle peut-être d'éléments d'architecture. Encore une fois, je vais revérifier tout ça derrière. Ce qui prouve tout de même un véritable lien entre les Varegs et la création de la Rousse de Kiev. Au-delà de ça, on peut encore affirmer, entre grosses guillemets, que les Varegs ont aidé à créer la Rousse de Kiev grâce à une œuvre qui s'appelle la Chronique russe primaire, la première chronique russe plutôt, qui a été écrite par Nestor. Nestor, c'est un moine de l'époque, je crois qu'il a été canonisé depuis. Et cette première chronique russe relate la création de la Rousse de Kiev avec l'arrivée des Varegs et l'invitation de Rourik par un clan pour diriger. Aujourd'hui, on sait que cette chronique, elle est un petit peu fausse, il y a des choses qui collent pas trop. C'est un récit médiéval de l'époque, on sait que les sources de l'époque tendaient pas à être parfois les plus objectives. Malgré tout, je l'ai pas lu j'ai pas eu accès à cette chronique, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vraiment dire si c'est vrai ou faux. Aujourd'hui, il y a des experts qui pensent qu'elle est fausse sur certains points. Il est intéressant quand même de se dire que Rourik, on pense qu'il a véritablement existé et qu'il a véritablement dirigé. Et on sait que des Varegs ont été sur le trône de la Rousse de Kiev. Voilà, c'est un peu long pour expliquer tout ce bordel, ce bazar, mais maintenant on sait que les Varegs sont des Vikings qui viennent de Suède, qui se sont installés dans les territoires de l'actuelle Biélorussie, Russie et Ukraine et ont aidé à créer la Rousse de Kiev, qui était une véritable force politique et militaire à son époque et à son apogée encore plus.
Un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la Rousse de Kiev, c'est un sujet tellement intéressant, je pense que dans le futur, ce sera un sujet de vidéo. Donc je vais pas non plus aller dans trop de détails. Toujours est-il que la dernière chose qu'il faut retenir sur la Rousse de Kiev, c'est qu'à la base, quand elle s'est formée, elle se basait sur une religion païenne. Les religions païennes, c'est quelque chose que j'aborderai beaucoup plus tard, pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo. Les religions païennes, c'est quelque chose de très particulier qu'on connaît, qui est plutôt assez méconnu au final aujourd'hui, mais qu'à un certain point, la Rousse de Kiev est devenue chrétienne, orthodoxe. Pas chrétienne catholique, chrétienne orthodoxe. Et donc ça nous mène à notre second chapitre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire byzantin, c'est un empire particulier parce que déjà ils faisaient beaucoup la guerre à leurs voisins, hein, comme à peu près tout le monde qui n'est pas de l'époque moderne. Surtout au Moyen-Âge, ils adoraient se faire la guerre pour peu de choses. Ils avaient cette faculté aussi de recruter pas mal de mercenaires de chacun de leurs alliés et ennemis. C'est vraiment un truc super cool, plutôt marrant, parce que j'ai pas encore vu d'autres exemples. Ça va être assez bizarre de se dire que tu vas te battre contre l'Empire byzantin et en face de toi tu trouves des troupes qui te ressemblent exactement. Et ils ont la même... Tu vois? Ou je me perds, bref. Donc l'Empire byzantin a aussi eu forcément des querelles avec la Rousse de Kiev, à l'époque où elle était païenne. Et encore même quand elle était chrétienne. Va savoir pourquoi. Je vais juste avancer un petit peu. On sait qu'il y a eu plusieurs petites escarmouches. Il y a même eu une série de guerres entre la Rousse et les Byzantins. Néanmoins, ce qui nous intéresse, c'est la date de 1988. C'est la date à laquelle l'empereur Basile II, empereur byzantin, fait face à une rébellion d'un de ses généraux et demande à la Rousse de Kiev, avec qui ils avaient signé un traité au préalable, une force militaire. En échange de la force militaire, Basile II donnerait la main de sa sœur au grand prince de la Rousse de Kiev, qui à cette époque-là s'appelait Vladimir Ier. Pas Vladimir Ilitch, pour ceux qui ont la référence. Que ce soit Michel Sardou ou autre. Donc, la force militaire en question, elle était forte quand même de 6000 hommes. C'est pas rien, quand même très conséquent. Ces 6000 hommes, c'était des Varegs. Donc ces fameux vikings. Donc comme je vous ai dit, il y avait eu des querelles un petit peu avant, des escarmouches. Les premières, elles remontent vraiment à 874, soit plus d'un siècle avant. Et déjà à ce moment-là, on avait eu des Russes, des Slaves qui deviendraient des Russes, déjà arrivés dans les rangs des Byzantins. Mais comme je vous ai dit juste avant, les Byzantins avaient cette habitude d'aller chercher des mercenaires partout. Ils étaient vus comme l'empire le plus riche de leur époque. Ils étaient l'empire le plus riche en Europe à leur époque. Et ça se montrait dans la façon dont ils géraient leurs armées. Ils avaient en permanence des mercenaires de différents peuples, de différents états. Je paierais cher pour voir une armée byzantine de l'époque, ça devait être super cool à voir. Bref. Bon, les Varegs, pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils auraient pu dire non. En soi, ils auraient pu dire non. Hein. Ils auraient pu. Mais ils sont venus parce qu'il y avait déjà eu des échos de la Grèce et de l'Empire byzantin. Ils appelaient ça la Grèce. En plus, Vladimir, lui, ne payait pas les Varegs. Il les payait pas. Donc les Varegs étaient furieux et ont demandé à ce qu'on leur donne la route vers la Grèce pour rejoindre l'Empire byzantin. Donc Vladimir, il a fait d'une pierre deux coups. Hein. Déjà d'une, il s'est marié à une princesse. Sympa. Et en plus, il a filé 6000 hommes qui considérait comme ingérables à un mec en pensant que, tranquille quoi. Au final, le pélo, il s'est posé pépère sur son trône. Plus de problème. Je crois que cette histoire de manque de paiement de la part de Vladimir envers les Varegs, ça remonte à un conflit avec les Péchénègues. Je dis peut-être des bêtises. Le mois du futur vous dira si c'est des bêtises ou pas. Les Péchénègues étant une peuplade turque qui s'était établie vers la mer Caspienne, si je dis pas de bêtises. C'est les Varegs. Comment ils se sont retrouvés? Et première bataille, c'était en 989. J'ai failli dire 1989, en 989. Ah, Basile II, il a pas attendu. Il a quand même attendu un an. Donc son général rebelle, là, je crois que c'est Bardas Phokas, si je dis pas de bêtises. Nickel. Il décide de l'attaquer, en 989, à Abydos. Ce qui est super drôle. Vraiment super drôle. C'est que ce mec, là, Bardas Phokas, ça faisait déjà un an à peu près qu'il avait déclaré sa rébellion. Si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Bataille d'Abydos, il meurt d'une crise cardiaque. Ses hommes fuient. Et les témoignages oculaires qui viennent du camp des Byzantins
parle des Varegs comme des gens qui courent joyeusement après les fuyards pour les couper, pour les tailler en pièces. Littéralement les couper en morceaux. C'est... Ouais. Bon on a les premiers contacts, on passe à la suite. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient qui étaient si spéciaux? Vous remarquerez que je suis très mauvais pour l'instant en transition. Ça arrivera à un moment ou à un autre? Peut-être. Les Varegs, la garde Vareg, on sait qu'ils avaient cette place particulière au sein de l'Empire byzantin. Ils n'étaient pas comme les autres. Et dès la fin de cette première bataille, il a été décidé qu'ils devenaient les gardes personnels de l'empereur. Ça s'inclut dans un contexte assez particulier en termes de politique de l'Empire byzantin à cette époque-là. Comme je vous ai parlé, la première bataille qu'ils ont menée, c'est contre un général rebelle. Il y avait énormément de luttes internes politiques dans l'Empire byzantin. Et l'empereur avait bien plus confiance en des mercenaires qu'il pouvait payer grassement pour sa protection, plutôt qu'en des soldats de la même nationalité que lui en quelque sorte. On en est donc arrivé à ce stade où les Varegs, la garde Vareg, servait à définir la garde personnelle de l'empereur. Vite fait comme ça, petite anecdote, il y avait quand même deux sortes de gardes Vareg. On avait les Varegs dans la cité. Les Varegs dans la cité, c'était les Varegs qui étaient vraiment affectés à la protection de l'empereur. On avait les Varegs hors de la cité qui, eux, servaient de garnison en quelque sorte. C'était une troupe d'élite qui était envoyée sur le champ de bataille. Les Varegs de la cité, à mon avis, ne sortaient que quand l'empereur partait ou en parade militaire ou en guerre directement. Les Varegs, ils avaient aussi cet équipement, la garde Vareg, il faut vraiment que je pense à dire la garde Vareg. La garde Vareg avait aussi un équipement assez particulier. Ils utilisaient la hache danoise qu'on connaît aujourd'hui, petite image ici. On parle aussi parfois de hache Vareg, à simple ou double tranchant. Quand je dis simple ou double tranchant, c'est simple ou double lame, je me suis peut-être trompé, c'est pas grave. Encore une fois, il y a plusieurs représentations modernes qui présentent des Varegs différents. On sait à l'avenir qu'il y aura des mercenaires qui vont intégrer la garde Vareg qui viennent d'autres horizons. Mais encore une fois, les représentations modernes qu'on a sont des représentations modernes, des représentations de l'époque. On a peu, et le peu qu'on a, de ce que j'ai pu voir, ne sont pas vraiment des sources sûres. Et puis j'ai aussi appris qu'à cette époque-là, l'Empire byzantin avait beau être très riche, il n'était pas assez riche pour équiper tous ses soldats de manière équitable. Voilà, petite anecdote comme ça. Je savais pas que ça coûtait aussi cher, je pensais que ça coûtait très cher, mais à ce point-là, pour un état aussi grand que l'Empire byzantin et aussi prestigieux que l'Empire byzantin, ils étaient aussi extrêmement loyaux, du coup. Ils avaient cette sorte de mentalité de... Je dis mentalité parce qu'en soi, il y avait comme un lien, il y avait comme un serment de fait entre la garde Vareg et l'empereur qui expliquait que la garde Vareg servirait et protégerait l'empereur jusqu'à leur mort. Ce qui faisait que il y a eu des cas extrêmement rares, quand je dis des cas extrêmement rares, c'est vraiment ça se compte sur les doigts d'une main, où les Varegs n'ont pas été loyaux envers l'empereur. Et encore, généralement, c'est arrivé parce qu'il y avait tout un bordel, un bazar autour de la mort d'un empereur. Parce que lutte interne en matière de politique, telle personne, par exemple, se déclarait empereur, une autre personne se déclarait empereur aussi, on ne sait plus où on se trouve. C'est ok, ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. Donc, ce serment, il n'y a pas vraiment de nom. J'ai cherché un petit peu partout, j'ai pas trouvé vraiment de nom concernant ce serment. Néanmoins, ce que je peux vous donner comme nom, c'est le Polutasvarf. Polutasvarf, on peut le traduire à peu près en pillage de palais. La garde Vareg avait un droit unique parmi toutes les unités de l'Empire byzantin. Dès qu'un empereur mourait, la garde Vareg fonçait dans le palais et dans la trésorerie du palais pour prendre tout ce qu'il pouvait porter. Donc ça incluait de la monnaie, des œuvres d'art, des métaux, des pierres précieuses, tout ce qui avait de la valeur, ils pouvaient le prendre, donc ils pouvaient le porter sur eux. Ça expliquait aussi la loyauté de la garde Vareg, en quelque sorte, parce que bon, tu sers un empereur, sauf que si dans un an il meurt,
bah, tu peux courir pour accumuler des richesses. Ces richesses, tu peux les envoyer chez toi et tu peux accumuler des richesses comme ça. On verra, enfin, pas besoin de dire on verra plus tard. La garde Vareg est devenue extrêmement riche. La garde Vareg était connue pour être extrêmement riche, dû à ça. Ça va en arriver à un tel point où il y a un garde Vareg qui est devenu un roi. Ok ? C'est à ce point-là. C'est tellement impressionnant. Là, ce pillage de palais, c'est tellement impressionnant que la Suède, un des premiers textes de loi de la Suède qui s'appelle le Vasgotalagen, écrit juste là, il prononçait simplement l'interdiction aux Vikings étant partis à Miklagard, donc la traduction viking de Constantinople, il leur interdisait de posséder des terres s'ils partaient là-bas. C'est quel genre de move d'aigri? Faut sacrément ne pas aimer son prochain pour lui dire si tu pars là-bas, t'as plus de terre. Même si tu ramènes tout, t'as plus rien. Tu te tais. Et pour que ce soit un des premiers textes de loi d'un pays, hein, c'est n'importe quoi. C'est super drôle. Vraiment, l'histoire est si drôle. Pas besoin de faire de la comédie en fait. T'as juste à regarder le passé. Ce phénomène, ça les a aussi propulsés au devant de la scène en termes de notoriété. Et ça a attiré du coup d'autres ethnies, d'autres peuplades qui sont rentrées au service de l'Empire byzantin dans la garde Vareg. On sait qu'on a eu une première période où il y avait beaucoup de Vareg et de Russes qui venaient qui composaient les rangs du coup de la garde Vareg. Puis c'est passé aux Scandinaves, donc suédois. Donc je distingue quand même suédois et Vareg parce que les Vareg ce sont vraiment ceux qui sont partis, comme je vous l'ai dit. Mais suédois, norvégiens et danois. Et ensuite on est passé sur une période où c'était les anglo-saxons qui intégraient les rangs de la garde Vareg et qui profitaient eux aussi du coup de ce droit de piller le palais une fois que l'empereur était mort. Bien sûr, ça n'enlevait pas, encore une fois, la qualité de l'unité. C'était une unité qui était toujours déployée au moment les plus critiques, dans les combats généralement les plus sanglants. C'est des gens qui étaient véritablement formés à ça. Aujourd'hui, on n'a plus à refaire la réputation des Vikings. Et les Vareg en étaient. Aujourd'hui, on n'a qu'à voir sur Internet tous les mecs qui se élèvent les Vikings à un statut pratiquement de demi-dieu. C'était des bons soldats, ils avaient une façon de se battre qui était particulière, ils avaient un équipement particulier. Je vais pas rentrer dans le débat de est-ce que des Vikings s'en sortiraient, enfin, gagneraient contre des samouraïs, c'est complètement différent, c'est des cadres complètement différents. C'est comme mettre un Sparte devant justement ce Viking ou devant un samouraï, il n'y a aucun intérêt. Chaque unité a fait son temps, certaines étaient réputées, certaines non. Dans le cas des Vikings, on n'a plus besoin de refaire leur réputation, ou de faire beaucoup de recherches pour comprendre qu'il faisait peur à cette époque-là. Il faisait extrêmement peur. Donc on va parler du garde Vareg le plus célèbre, un des plus célèbres. Le deuxième, j'en parlerai pas. La vidéo sera trop longue sinon. Mais j'en parlerai en vitesse, si vous voulez lire sur ce personnage-là, j'en parlerai tout à la fin. Le fameux Harald Sigurdsson. Harald Hardadra, donc Harald si je dis pas de bêtises, l'impitoyable, qui deviendra Harald III de Norvège. Alors, petite biopic du coup, parce que bon, on va passer au chapitre suivant. Donc, Harald Sigurdsson, on va l'appeler comme ça, parce que ce sera plus simple. Il est né quand? Il est né ou en 1015 ou en 1016, on ne sait pas exactement quand. Il est mort en 1066, il a vécu quand même 50 ou 51 ans. C'est ultra respectable à cette époque-là, c'est une époque d'instabilité permanente, en fonction des zones. Il a vécu 50 ans. Donc il est né en Norvège. C'est le demi-frère du roi de l'époque, Olaf. On arrive en 1030 directement. Sachant que lui c'est déjà le fils d'un roitelet, en quelque sorte, d'un quelqu'un qui a une sorte d'autorité politique. Et sa mère est la descendante de Harald à la belle chevelure, qui a eu 30 enfants. 30. Ouais, un village. Un hameau, c'est un hameau. On pense qu'il est lié à Harald à la belle chevelure. Il n'y a rien vraiment qui le prouve. On ne sait même pas si son grand-père existait vraiment. Enfin, c'est assez fou. En 1030, Olaf Haraldsson, qui s'était déjà fait dépouiller de sa couronne quelques années auparavant par Knut le Grand, décide de revenir pour reconquérir sa couronne. Logique, hein.
Et donc son demi-frère, Harald, le suit avec quelques-uns de ses hommes. La révolte échoue, Olaf meurt, Harald est blessé. Harald décide de fuir d'abord en Suède, puis dans la Rousse de Kiev. Yaroslav, le grand prince de l'époque en Rousse de Kiev, l'accueille. Je crois qu'ils sont liés pas par le sang, mais qu'ils sont liés. Je ne sais plus exactement pourquoi. Je vais prévoir, là, par là. Il a combattu pas mal de temps pas mal de temps. Je parle de 2 ans, 2-3 ans. 2 ans. Il a combattu 2 ans pour le compte du grand prince Yaroslav, avant de partir pour Constantinople pour intégrer la garde Varegg. Vous comprendrez pourquoi il est parti après, ça fera beaucoup plus de sens. Il intègre donc la garde Varegg et il est directement envoyé en mer. Il se bat contre des pirates arabes soutenus par certaines cités en Anatolie en Asie mineure. Je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il les a battus, il a capturé ces cités. On dénombrerait le nombre de cités qu'il a capturées en Anatolie et en Asie mineure à 80. Je parle de cités, mais je me trompe un petit peu, c'est des forteresses, quelque sorte. 80, quand même. En Asie mineure, il aurait combattu jusqu'au Tigre et à l'Euphrate, en termes de positionnement géographique. C'est loin de la Scandinavie, à la base. Hein. Je sais pas si c'est dans le cadre. C'est loin. Il s'est brièvement battu à Jérusalem, mais si je dis pas de bêtises, le plus important, c'est de savoir quand il est parti en Sicile en 1038, sachant qu'il a intégré la garde Varegg en 1033-1034. Donc pendant 4-5 ans, il s'est battu en Asie mineure, Anatolie, Levant, Syrie, enfin tout ça, et ensuite il est parti en Sicile. La Sicile à l'époque, c'était quoi? C'était l'émirat de Sicile. Je sais plus quelle dynastie, quel califat musulman avait conquéri la Sicile et ce qui avait créé l'émirat de Sicile. Toujours est-il que Harald a été envoyé là-bas et a conquis avec le reste de l'armée byzantine l'entièreté de la Sicile. Ils ont été aidés d'une coalition de Normands et de Lombards, les Normands étant installés à ce moment-là au sud de l'Italie, et les Lombards au nord de l'Italie. Ensuite, ces mêmes Normands et Lombards se sont révoltés. Donc, il y a eu des accrochages. Au final, ils ont essayé de conquérir un petit morceau de l'Italie. L'Empire byzantin a essayé de conquérir un petit morceau de l'Italie. Ils se sont fait défoncer. Ils sont partis, ils sont fait battre 3 fois. J'irai plus en détail juste après. Donc en 1041, c'est le moment où on a cette révolte et où du coup on lui ordonne de mater la révolte, ce qui au final ne marche pas. Il est rappelé en fin 1041 à Constantinople pour ensuite se battre contre la révolte des Bulgares. Il y a une bataille, la bataille d'Ostrovo, si je dis pas de bêtises. Ostrovo, pardon. Harald obtient le surnom brûleur de Bulgares. Sachant que je crois que Basile II ou un autre, je le mettrai juste là, son surnom c'était tueur de Bulgares. Ouais, des sacrées chevilles à l'époque quand même, des sacrées chevilles. Beaucoup plus tard, du coup parce que je fais quand même un saut, un petit saut en avant, pas le grand bond en avant, hein, pas Mao, un petit saut en avant. Harald décide pendant une lutte politique entre la princesse Zoé, qui était la veuve du précédent empereur, et un nouvel empereur qui s'appelle Michel V. Il décide de supporter Zoé, la princesse Zoé. Donc c'est un des cas où pendant l'Empire byzantin, on voit des affrontements entre Varegg et Varegg. Parce que il y avait des Varegg qui ont suivi l'empereur, le nouvel empereur, et des Varegg qui ont suivi la princesse. Harald a suivi la princesse. Pour la faire courte, ils ont gagné. Harald lui-même aurait dit qu'il aurait aveuglé l'empereur Michael et il aurait contribué à son exil. Et on ne sait pas vraiment s'il a vraiment crevé les yeux lui-même de l'empereur. Après tout ça, Harald a demandé à repartir en Norvège. Ça a été refusé. Il s'est barré quand même, non sans perdre des hommes. Il est revenu en Rousse de Kiev, il s'est marié. Pourquoi il s'est marié? Parce que il s'est marié avec la fille de Yaroslav, qui, si je dis pas de bêtises, s'appelle Elisabeth. Pourquoi il n'a pas pu se marier avant? Parce qu'il était pauvre, et c'est Yaroslav qui lui a dit, sauf que quand il est revenu, il était super riche. Pourquoi? Parce qu'il avait participé à 3 pillages de palais. Il avait vu 3 empereurs. Et il avait envoyé toutes ses richesses en Rousse de Kiev. Et ensuite, il est parti en Norvège, il a pris le trône, qu'il a
il est devenu un prétendant au trône, qu'il a partagé avec une autre personne, qui est morte ensuite. Il a voulu devenir roi du Danemark, il ne l'a jamais été. Il est parti, j'ai encore postillonné, il est parti en Angleterre et il est mort à la bataille de Stamford Bridge. Une vidéo qui arrivera un jour, encore une fois. Il est mort en bataille à 50 ans. On va pas aller plus loin, sa saga, elle s'appelle Harald's Saga Sigurdarsonar. Et Sigurdarsonar plutôt. Si vous voulez aller la lire, je crois qu'elle est dispo. Toujours intéressant d'aller la voir. Les sagas, c'est plutôt marrant, c'est plutôt épique. C'est le but, justement. Pas de transition, on va au prochain chapitre parce que ce sera plus simple. Du coup, avoir parlé de Harald Sigurdsson, maintenant je pense que c'est bien de parler exactement de ce que je disais, des batailles qu'ils ont pu faire. Les Varegs, la garde Vareg a été amenée à se battre partout, en quelque sorte, aux frontières du territoire de l'Empire byzantin. Ce qui a fait qu'ils ont rencontré bon nombre d'adversaires différents, des Européens, des Asiatiques, pas d'Africains. Mais même dans ces gros groupes, ces grands groupes, il y a quand même pas mal de variantes. Je vais essayer d'inclure pour chaque bataille exactement ce contre quoi ils se sont battus, pour que vous ayez à peu près une idée de ce qu'ils avaient en phase 2. Donc on va aller dans l'ordre chronologique. Première bataille dont je vais pas avant ça, je vais pas citer toutes les batailles, bien entendu, hein, c'est un petit peu logique. Sinon, on en aurait pour beaucoup de temps, et il n'y a pas vraiment d'intérêt à suivre toutes les batailles parce que toutes ne sont pas super intéressantes. J'ai sélectionné en fait les batailles qui aujourd'hui nous sont revenues le plus, que ce soit des victoires ou des défaites, mais que des batailles qui ont en quelque sorte une véritable importance. Donc la première, 1989, la bataille... Putain, 1989 989, bataille d'Abydos contre Bardas Phocas, comme j'ai dit juste avant. Victoire Vareg, il n'y a pas besoin d'élaborer plus sur le sujet. J'ai expliqué comment ils ont gagné. En 1018, on a la bataille de Cannes. C'est pas le festival. C'est Cannes, dans le sud de l'Italie. C'est là qu'ils se sont battus contre Lombards et les Normands une première fois. Ils ont gagné. Le but, c'était d'asseoir un peu plus l'autorité et le territoire du Catépan d'Italie. Qu'est-ce que c'est que le Catépan d'Italie ? Le Catépan d'Italie, c'est une extension de l'Empire byzantin seulement en Italie. Le Catépan, ça peut aussi servir pour désigner le terme de celui qui est au sommet. C'est une fonction militaire. Basiquement, le Catépan, c'est celui qui dirige une bataille, une unité, que sais-je. Donc, ils ont fait ça pour asseoir l'autorité du Catépan, et pendant quelques années, ça a marché. Jusqu'en 41, en 1041 plus exactement, à la bataille d'Olivento, où à nouveau les Varegs se sont battus contre les Normands et les Lombards, mais cette fois ont perdu. À ce qui paraît, il y a plein de soldats byzantins et du coup des Varegs qui, pendant la fuite, se sont noyés. La bataille d'après, fin 1041, là où Harald est justement rappelé à Constantinople, ensuite il part en Bulgarie pour, du coup, comme je l'ai expliqué, la bataille d'Ordovo. C'est là que les rebelles bulgares se sont fait écraser et que Harald a chopé le surnom brûleur de Bulgares. Ensuite, un petit peu plus tard quand même, parce qu'on est en août 1071, Harald est mort déjà à ce moment-là. Okay, ça fait quelques années qu'il est mort. On a la bataille de Manzikert, qui est en Turquie actuelle, où les Byzantins sont battus contre l'Empire Seljoukide. L'Empire Seljoukide, c'est un empire musulman. Comme il y en a eu beaucoup qui ont pris forme dans ces régions-là, ils avaient basiquement la même structure. C'était généralement en fait les mêmes, mais sous d'autres dynasties royales. Je vais pas aller plus loin dans le sujet. C'est une des batailles les plus... Enfin, c'est une des batailles les plus connues des Byzantins où la garde Vareg a participé, parce que l'empereur de l'époque, le nom s'affichera parce que j'ai pas en tête, s'est retrouvé à charger complètement avec son armée. Les Seljoukides ont taillé en pièces l'armée entière, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'empereur et sa garde Vareg. La garde Vareg s'est battue jusqu'au dernier homme. Littéralement. C'est la première fois de l'histoire de l'Empire byzantin qu'un empereur se fait capturer par l'ennemi. C'est... voilà, petite stat. Ensuite, on a en octobre 1080, donc 10 ans plus tard, la bataille de Dyrrhachium, où les Normands sont venus en Albanie actuelle pour à nouveau se battre contre les Byzantins. Ils ont encore gagné, les Normands. Je sais pas ce qu'on leur donnait à manger le matin. De ce que j'ai pu lire, la garde Vareg a poursuivi un ennemi qui a sans doute feinté une fuite, avant de se faire complètement massacrer jusqu'au dernier homme par le reste de l'armée qui leur était tombé dessus. La bataille de Dyrrhachium, ça a basiquement créé une invasion de la Grèce
qui a été stoppée avec la défaite normande à Larissa. Et cette bataille de Larissa a conduit à la période comnénienne, enfin la restauration comnénienne, ouais, c'est exactement le terme, la restauration comnénienne. C'est une période où une lignée d'empereurs, les Comnenios, ont régné et ont commencé à reprendre les territoires qu'ils avaient perdus. Donc en Grèce, je ne sais pas si c'est à d'autres endroits aussi, ce sera marqué sur l'écran ou pas. Donc en 1122, sachant que cette bataille de Larissa, c'est vrai que je ne l'ai pas choisi dans ces trucs-là, j'en parle brièvement là, elle s'est passée en 1083, soit 2 ans après le début de l'invasion de la Grèce par les Normands. En passant à la suivante, on est en 1122 avec la bataille de Béroïa, où les Byzantins affrontent les Péchénègues. Comme je vous dis, les Péchénègues, c'est un peuple nomade ou semi-nomade, si je dis pas de bêtises, d'Asie centrale, qui est arrivé du coup jusqu'aux abords de la mer Noire. Ça arrive à une période où les Péchénègues déjà commencent à disparaître en tant que peuple. Ils se font remplacer par d'autres peuplades nomades dans la région. C'est une bataille qui bâtiment voit la fin des Péchénègues comme une entité distincte. Ce qu'on sait de cette bataille, c'est que la garde Varègue, elle a servi comme troupe de choc, si j'utilise le terme correctement en stratégie militaire, parce que les Péchénègues s'étaient retrouvés en quelque sorte encerclés, mais ont décidé de fortifier leur position avec tous leurs chars et leurs calèches, enfin toute la logistique, tout le matériel logistique qui servait à transporter leurs vivres et leurs biens, servait de fortification. La garde Varègue a percé une brèche dans cette ouverture parce que depuis ces fortifications-là, les Péchénègues faisaient sortir leurs archers montés qui faisaient la renommée des tribus nomades pour harceler les troupes byzantines. Les Varègues perçaient ces fortifications. S'en est suivi un bain de sang, littéralement. Quoi ? Ça peut quand même servir. Les Byzantins ont quand même gagné des batailles. Juillet 1167, bataille de Sirmium. Encore une victoire des Byzantins, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce mot. On ne sait pas exactement à quoi ils ont servi, la garde Varègue a servi pendant cette bataille, tout ce qu'on sait c'est qu'ils y ont été, ils sont mentionnés, mais rien de plus. Il me reste la dernière et la plus importante parce qu'elle signale la fin de plein de trucs. C'est le siège de Constantinople. Ce siège il se décompose en 2 phases. La première phase c'est en 1203 où c'est simplement un siège. La plupart des batailles, c'est vraiment pour prendre les murs de la ville, pour ensuite avoir un pied-à-terre en quelque sorte dans la ville directement. La deuxième partie, c'est en 1204, et là, on assiste juste à un pillage unilatéral des attaquants, parce que on sait très bien comment ça se finit. Comment ça se passe ? Comment on en est arrivé là ? 1203, c'est l'année de la 4e croisade. La 4e croisade, je sais plus pourquoi elle était faite à la base, il y aura une vidéo, même plusieurs vidéos qui seront prévues pour toutes ces croisades-là, parce que toutes sont intéressantes, et c'est nécessaire au bout d'un moment de se pencher sur le sujet. Là, je me concentre simplement sur le but final de la 4e croisade, qui au final était Constantinople, alors que les croisés qui s'étaient engagés n'étaient pas du tout au courant que c'était pour Constantinople. Les Vénitiens, qui eux géraient un petit peu cette 4e croisade, ont influencé le voyage vers Constantinople pour le siège. Pourquoi ? Parce que des luttes intestines pour le pouvoir dans l'Empire byzantin ont fait qu'un homme appelé Alexios IV a demandé de l'aide aux Vénitiens pour se faire asseoir sur le trône, en quelque sorte, par les Phéniciens, en leur promettant un paiement, des richesses, tout le touti. C'est aussi une des raisons pour laquelle l'objectif de la 4e croisade a dévié vers Constantinople. Il y avait aussi une histoire de l'Empire byzantin qui est orthodoxe, Venise, la République de Venise et la plupart des autres pays d'Europe qui étaient catholiques, forcément, il y avait quand même des tensions. Donc on en arrive à cette première phase, le siège, où tout le monde se bat pour les murs. La garde Varègue, on sait qu'ils se battaient aussi sur les murs et qu'ils résistaient plutôt très bien même à défendre les parties des murs auxquelles ils étaient attribués. Ça n'a pas marché de partout, il y a eu des incendies qui ont duré plusieurs semaines, si je dis pas de bêtises, qui ont été allumés par les assaillants. On en arrive à, si je dis pas de bêtises, un ras-le-bol de la population qui destitue le précédent empereur pour poser Alexios IV pour essayer d'apaiser les tensions. Alexios IV profite de quelques jours seulement de règne avant d'être tué par Alexios V, qui va essayer de faire en sorte que les hostilités cessent. C'est pas le cas, parce que ça amène à la deuxième phase, du coup, en 1204, avec le pillage unilatéral de Constantinople. Les croisés et les Vénitiens rentrent dans la ville, je vais pas dire ils la rasent, ils brutalisent les civils, on estime qu'il y a, je crois, plusieurs milliers de civils qui ont été tués pendant ce pillage. Je sais qu'encore une fois, la garde Varègue s'est défendue à plusieurs endroits pour au final se faire
engloutir au vu du nombre d'assaillants qu'il y avait en face. Non, je dis des bêtises parce que si je me souviens bien, l'Empire byzantin avait plus d'hommes. Toujours est-il qu'ils n'ont pas su les gérer correctement. Aujourd'hui, on sait que c'est le pillage. Écoutez bien. On a des valeurs sur la quantité de choses qui ont été volées. On sait qu'il y a des œuvres d'art qui ont été volées. Il y en a même qui ont été démolies. J'ai l'exemple d'une statue d'Hercule, j'ai pas de photo, à moins que j'en trouve, fait par cet auteur-là, par ce sculpteur-là, qui a été fondu simplement pour pouvoir faire plus de monnaie derrière. Voilà, nickel. Une œuvre d'art pour de la monnaie. La valeur monétaire volée se comptait à l'époque en marques d'argent. On parle de 900 000 marques d'argent. Le marque, c'est une unité de mesure, c'est un poids. Là, vous avez le poids direct, avec ici la valeur d'un marque en euros. L'estimation la plus faible voudrait dire que ces 900 000 marques d'argent, aujourd'hui, représenteraient 179 millions d'euros. Mais, il y a un gros mais, ce que je dis, il faut le prendre avec des pincettes immenses, parce que on ne sait pas vraiment comment ça a été calculé. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment à combien ça rapporte. Les estimations, c'est entre 179 millions et plusieurs dizaines de milliards d'euros qui auraient été volés. Sachant que sur ces 900 000 marques, il y avait une somme qui avait été dédiée aux Vénitiens, une somme aux croisés, et la grande majorité, on parle de 500 000 marques, qui auraient été juste volées par des croisés au hasard, qui n'auraient juste pas dit qu'ils auraient pris ces marques d'argent. Donc, maintenant vous avez tout. Le siège de Constantinople, ce siège-là de Constantinople, parce que c'est pas le seul, débouche sur l'empire latin de Constantinople. C'est un empire, je crois, catholique, qui remplace l'empire byzantin, qui disparaît pendant un temps. En fait, on a plusieurs entités politiques qui commencent à se développer. Donc cet empire latin qui est sur la partie européenne avec Constantinople, qui remplace du coup l'empire byzantin. On a l'empire de Nicée, qui est sur la partie turque, et on a l'empire de Trébizonde, bien plus loin, plutôt du côté de la Géorgie. Vous aurez des images de ces trois empires juste là. Ce siège-là, il marque basiquement la fin de l'Empire byzantin comme on le connaît. Parce que oui, il se sépare, enfin il se morcelle. On sait que Nicée, derrière, reprend des terrains conquis, mais ça reste que l'ombre de ce que c'était l'Empire byzantin. Et c'est un vrai setup, en quelque sorte, pour la chute complète de l'Empire byzantin face aux Ottomans 200 ans plus tard. Je pense que j'ai fait le tour. C'est la dernière bataille majeure dans laquelle les Varegs ils ont été impliqués avec l'Empire byzantin, sachant qu'ils viennent quand même de plusieurs siècles où ils sont battus, enfin où ils ont servi de garde personnelle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après ce siège-là, les Varegs, ça s'est fait de plus en plus rare. On sait qu'ils ont quand même été gardes personnels de l'empereur Nicée, si je dis pas de bêtises, je me corrigerai s'il faut. Ils ont quand même encore assuré quelques fonctions, mais petit à petit, ils ont commencé à se faire de plus en plus rares. Il y avait de moins en moins d'argent aussi à la clé. Je ne sais pas si le pillage de Pallas était toujours d'actualité à ce moment-là. S'il l'était, il serait expliqué pourquoi il serait resté. Sinon, il serait parti juste plus vite. C'est à partir du XIVe siècle qu'on ne voit pratiquement plus de traces des Varegs. Certains Grecs se disent descendre des Varegs parce que forcément il y a eu une assimilation. Certains Varegs ont dû rester, à mon avis, dans l'Empire byzantin et se marier avec des Grecs. Étant donné que généralement, quand ils venaient pour serrer la garde Vareg, beaucoup devenaient de plus en plus orthodoxes à un moment. Parce que dans le même temps où en fait cette garde Vareg s'est créée et s'est développée, on avait de nombreux pays qui commençaient à se convertir au catholicisme, à l'orthodoxie. C'était la période où les chrétiens chassaient en quelque sorte des païens. Malgré tout, aujourd'hui, on parle encore de la garde Vareg comme de quelque chose d'extrêmement positif parce que leur loyauté envers leur empereur, elle était très généralement sans faille. Ça reste une unité mythique parce qu'elle est connue pour avoir remporté malgré de nombreuses batailles. Certaines ne sont pas documentées, d'autres sont documentées. C'est vrai qu'on a vu des défaites, mais on a vu aussi des victoires. Dans l'imagerie populaire, c'est des gens qui inspirent le respect, qui inspiraient des jeunes de Scandinavie à embarquer pour accumuler des richesses. Carrément pour devenir roi pour certains. On a quand même plusieurs traces encore aujourd'hui de ces Varegs en Italie ou en Grèce par exemple avec des pierres runiques qui sont là pour commémorer les soldats tombés au combat. On sait qu'on en a un groupe de 4 en Italie qui parle du coup de la période où ils sont battus contre les Normands et les Lombards. On en a aussi en Grèce, on en a beaucoup en Suède, en Norvège. Je crois qu'on en a très peu au Danemark et en Finlande, on n'en a pas du tout en Islande. Par contre, l'Islande, eux, ont rédigé les sagas. Ce qu'on appelle les sagas, c'est les récits épiques de certains personnages légendaires ou semi-légendaires
Harald a une saga, et je vous parlais d'un autre nom qui a été un Vareg, c'est le premier Islandais à avoir été un garde Vareg. On parle de Bolli Bolasson, qui a eu du coup une saga à son nom, que vous trouverez juste là. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur la garde Vareg. Je pense qu'il manque forcément des éléments, mais bon, écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous dévoiler la suite parce que j'ai encore plein d'idées de vidéos qui arrivent dans très très peu de temps. La prochaine vidéo sortira encore une fois la semaine prochaine. Elle sera sur la bière et elle sera sur la découverte et la domestication de la bière et le lien qu'elle aurait avec le passage d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Ça va être incroyable. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était cool de vous avoir à mes côtés. J'ai hâte de vous voir pour la prochaine. Et puis, bonne journée.